Depuis plus de 2000 ans, Pétra brille comme le joyau suprême de la Jordanie. Cette cité rouge rosée, taillée dans la pierre, est admirée par des millions de personnes et préservée comme l'un des plus grands trésors du monde. Les archéologues pensaient la connaître dans ses moindres détails. Ils se trompaient. En 2024, une salle scellée dissimulée sous la ville a enfin été ouverte. Ce qu'on y a découvert n'était pas seulement inattendu, c'était terrifiant. Pétra, la ville rose-rouge qui garde encore des secrets. Pétra compte parmi les sites archéologiques les plus célèbres de la planète. C'est une cité antique de Jordanie, creusée directement dans les falaises rocheuses par les Nabatéens il y a plus de 2000 ans. Les Nabatéens formaient un ancien peuple arabe qui vivait d'abord comme des marchands nomades avant de s'enrichir en contrôlant les routes caravanières transportant épices, encens et soie à travers le désert. Grâce à cette fortune, les Nabatéens ont élevé des villes, des temples et des tombeaux, et Pétra est devenue leur réalisation la plus remarquable. Cette culture reste très mystérieuse, car ses origines font encore débat. Ils étaient cachés, ils l'étaient déjà même dans l'Antiquité, des architectes extraordinaires, des maîtres remarquables de l'eau, mais aussi d'incroyables commerçants de caravanes. Pour atteindre le monument le plus reconnaissable de Pétra, le trésor, les visiteurs doivent traverser le Siq. Le Siq est un passage étroit entre de hautes parois rocheuses qui s'étend sur environ 1 kilomètre. Au bout de ce chemin, le trésor apparaît soudainement. Le passage débouche alors dans ce canyon, et cette vue vous saisit. L'une des vues les plus célèbres, l'une des plus impressionnantes au monde. Il est haut, large et sculpté de colonnes détaillées, ainsi que de figures qui évoquent un palais. Beaucoup de visiteurs qui le découvrent pour la première fois restent stupéfaits qu'un monument aussi précis et élaboré ait été façonné à la main il y a si longtemps. Pendant des siècles, les habitants du lieu ont cru que le trésor n'était pas simplement une tombe ou un temple. Une histoire très répandue affirmait qu'il renfermait la richesse cachée d'un pharaon. Cette idée venait de la grande urne sculptée tout en haut du mur extérieur du trésor, que beaucoup imaginaient remplie d'or. D'après certains récits, on distingue encore sur l'urne des marques laissées par des gens qui avaient tenté de l'ouvrir de force. Pourtant, les archéologues n'y ont découvert aucun trésor. Ils soutiennent en revanche que la fonction réelle du trésor reste inconnue. Pour les uns, il s'agissait d'une tombe royale. Pour d'autres, il avait un usage religieux, et certains avancent même qu'il a pu remplir plusieurs fonctions au fil du temps. Les Nabatéens ont taillé dans les falaises de Pétra des centaines d'autres constructions creusées dans la roche. La plupart sont des tombeaux. C'est pour cette raison que les archéologues qualifient souvent Pétra de cité des morts. Des chambres funéraires sont dispersées dans toute la vallée, mais même parmi elles, le trésor se distingue. Il est plus vaste, plus orné et placé à l'entrée de la ville. Cela pousse les chercheurs à penser qu'il occupait un rôle particulier. Si Pétra était déjà une ville de tombeaux, alors l'idée que son plus grand monument puisse aussi dissimuler des sépultures sous lui devenait plus facile à accepter. La plupart des touristes viennent à Pétra, photographier le trésor, puis repartent sans se demander ce qui se trouve sous le sol. Pourtant, pendant des décennies, les archéologues ont soupçonné que le site pouvait renfermer davantage que ce qu'on voyait. Certains habitants ont affirmé que Pétra abritait des salles closes et des espaces vides cachés dans la pierre. Selon plusieurs témoignages, même le bruit produit en frappant certains endroits près du trésor rendait un écho creux, comme si quelque chose reposait en dessous. D'autres racontaient que la nuit, on évitait certaines parties de l'esplanade en pensant que l'endroit n'était pas sûr. Ces récits n'ont jamais été confirmés, mais ils ont entretenu le mystère pendant des années. Les archéologues ne pouvaient qu'imaginer ce qui se trouvait dessous, sans aucun moyen de vérifier leurs hypothèses. Voilà pourquoi la découverte, plus tard, d'un espace scellé sous le trésor a bouleversé autant de monde. Pour la première fois, des indices laissaient penser que Pétra dissimulait encore des secrets qu'aucun être humain moderne n'avait jamais contemplés. L'hypothèse d'une salle fermée a aussitôt soulevé des questions pressantes. Pour quelles raisons était-elle condamnée? Qu'avaient voulu cacher les Nabatéens? S'agissait-il d'une tombe royale, d'une réserve sacrée, ou de quelque chose de si troublant qu'on n'avait jamais voulu y accéder? Avant même d'espérer répondre à ces interrogations, les archéologues devaient surmonter l'obstacle le plus important de tous, obtenir l'autorisation de fouiller sous le trésor, cette autorisation que personne n'obtient. L'espace devant le trésor, appelé l'esplanade, était considéré comme intouchable. C'était là que des milliers de visiteurs se tenaient chaque jour. C'était l'endroit où les guides racontaient leurs récits, où l'on prenait des photos et où naissait la première impression de Pétra,
Remuer ce sol était jugé trop risqué et trop sensible sur le plan politique. Pendant de longues années, la réponse adressée aux archéologues restait invariable. Aucune fouille n'y serait jamais autorisée. Cela n'a pourtant pas empêché les archéologues d'insister. Des équipes ont envoyé des propositions encore et encore, en espérant que leur méthode finirait par convaincre les autorités. Mais les responsables estimaient que les dangers dépassaient les bénéfices attendus. La crainte était simple. Si le trésor subissait le moindre dommage, la Jordanie perdrait à la fois un trésor national et l'une de ses principales sources de revenus. D'après les rapports, les archéologues ont insisté pendant des décennies sans obtenir de résultats. Ils soutenaient que les progrès technologiques permettaient désormais de mener les fouilles en toute sécurité. Ils promettaient une documentation minutieuse et un impact minimal, mais le refus revenait toujours. Le trésor était trop précieux pour qu'on y touche. Puis, en 2024, quelque chose a enfin changé. Après des années de débats, le département jordanien des Antiquités a accordé son feu vert pour une fouille limitée, encadrée par certaines des conditions les plus strictes jamais imposées à une excavation. La décision n'a pas été prise à la légère. Les responsables ont clairement indiqué que ce projet n'avait rien à voir avec une chasse au trésor. Il s'agissait d'un travail de recherche, et chaque geste devait préserver l'intégrité du monument. Les règles étaient strictes et définies avec précision. Chaque tranchée devait pouvoir être annulée. Autrement dit, une fois l'intervention terminée, le sol devait pouvoir retrouver son état d'origine, comme si rien n'avait été touché. Chaque opération devait être suivie et consignée dans le moindre détail. Chaque grain de terre devait être documenté avant d'être retiré. Le projet avait été conçu davantage comme une intervention chirurgicale que comme une fouille à ciel ouvert. Une coalition de plusieurs groupes fut mise en place pour mener ce travail. La Petray Development and Tourism Region Authority supervisait la fonction du site en tant que destination touristique. Le Petra National Trust apportait son expertise locale et veillait à ce que les intérêts de la communauté soient respectés. L'American Center of Research fournissait à la fouille son appui logistique ainsi que la crédibilité acquise de longue date en Jordanie. L'Université de St. Andrews ajoutait des technologies avancées de scan et de datation. Chaque groupe apportait quelque chose de différent, et ensemble, ils construisaient le niveau de confiance indispensable à un projet aussi délicat. Malgré toutes ces précautions, un malaise persistait. Certains experts craignaient qu'un simple léger écart ne fasse apparaître des fissures dans le trésor. Dans la région, certains murmuraient aussi que les Nabatéens avaient fermé certains lieux pour une raison, et que les déranger pourraient entraîner des conséquences impossibles à prévoir. Qu'elles reposent sur la science ou sur la superstition, ces inquiétudes pesaient lourdement sur l'équipe. Avant même de commencer à creuser, l'équipe devait savoir ce qui se trouvait sous le trésor sans y toucher. Il était hors de question de fouiller à l'aveugle. Ils se tournèrent vers des outils non invasifs capables de sonder ce qui se cachait sous la surface. Des anomalies apparurent. Confrontés à la fois à l'opportunité et au risque, les archéologues savaient qu'ils ne pouvaient pas creuser à l'aveugle. Avant qu'on ne déplace la moindre pierre, ils ont fait appel à la technologie moderne, à des outils capables d'examiner le sol et de montrer ce qui s'y cachait sans rien abîmer. Un radar à pénétration de sol a servi à envoyer des impulsions dans la terre, puis à enregistrer leur retour, ce qui révélait les variations de densité. Des relevés de résistivité mesuraient la façon dont le terrain conduisait les courants électriques, pouvant indiquer la présence de murs ou de cavités dissimulées en dessous. La magnétométrie, elle, suivait de faibles changements du champ magnétique qui apparaissent souvent là où des humains ont construit ou taillé la pierre. Chacune de ces techniques avait ses limites, mais réunies, elles permettaient aux archéologues de composer une image de ce qui restait caché. Dans une tente de terrain provisoire, les résultats s'affichaient sur des écrans lumineux. Des lignes et des formes ondulaient sur les moniteurs. Pour beaucoup de chercheurs, ces motifs ressemblaient à des signaux de battement, vibrant à chaque passage du radar. Au début, les mesures paraissaient normales. Elles montraient les canaux de drainage déjà connus que les Nabatéens avaient creusés pour protéger le trésor des crues. Elles détectaient aussi les fissures naturelles du grès auxquelles on s'attendait. Rien d'inhabituel n'apparaissait lors des premiers passages, et certains membres de l'équipe commencèrent à se demander si les scans ne feraient que confirmer ce qu'on savait déjà. Puis, quelque chose d'inattendu est apparu. Parmi les éléments ordinaires se trouvait une forme qui ne ressemblait pas aux autres. Elle était nette, rectangulaire, avec des contours réguliers. Contrairement aux fissures ou aux drains, cette structure semblait volontaire, comme si des mains humaines l'avaient taillée.
D'abord, quelques membres de l'équipe ont cru que l'appareil produisait une erreur. Pourtant, quand le même motif est réapparu sur des scans répétés, la pièce est devenue silencieuse. Tous ont compris qu'ils observaient quelque chose de différent. L'anomalie était plus vaste que prévu, enfouie plus profondément que les tunnels touristiques, et sans ressemblance avec tout ce qui avait jamais été répertorié sous le trésor. Sur le papier, la mention restait neutre. Anomalie C. Pourtant, en privé, loin des rapports officiels, les archéologues se mirent à lui donner un autre nom. Le soir, autour des feux du camp, ils en parlaient comme de la chambre verrouillée. Cette appellation n'était pas anodine. Elle évoquait le secret et une intention précise, comme si les Nabatéens n'avaient pas seulement aménagé cet espace, mais s'étaient aussi donné beaucoup de mal pour le garder fermé. Les relevés montraient des contours trop rectilignes pour être naturels et un vide à la forme bien trop parfaite pour relever du hasard. Plus tard, un archéologue a déclaré « On dirait que quelqu'un a construit cette pièce, puis a voulu qu'aucune personne n'y entre jamais plus ». Les suppositions ont commencé à circuler. Une partie de l'équipe pensait qu'il pouvait s'agir d'une tombe dissimulée, peut-être liée à l'élite de Pétra. D'autres y voyaient possiblement un élément d'un ancien réseau hydraulique oublié. D'après les rumeurs locales, les Nabatéens muraient parfois certains lieux pour y enfermer des choses jugées dangereuses, comme des victimes de peste, des restes maudits ou des objets associés à des rites interdits. Aucune de ces idées ne pouvait être démontrée, mais ces possibilités rendèrent la découverte encore plus troublante. Les scans avaient révélé assez d'indices pour confirmer qu'il y avait bien quelque chose. Il ne restait qu'une seule voie, fouiller, même si remuer le sol sous le trésor n'avait rien de simple. Cela signifiait retirer la terre couche après couche, en sachant qu'à chaque étape ils se rapprochèrent d'une chambre que les Nabatéens avaient peut-être voulu garder close pour toujours. Rompre le sceau, puis descendre vers l'obscurité. Musique. Quand les fouilles ont enfin commencé, l'atmosphère autour du trésor était chargée de tension. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'un chantier ordinaire. Au début, l'équipe employa des outils classiques pour enlever les couches supérieures de terre. Mais une fois parvenus près de la structure scellée, ils ont modifié leur méthode. Les brosses et les instruments en bois ont remplacé le métal afin qu'aucune éraflure ni la moindre étincelle n'abîme ce qui reposait en dessous. Le site fut traité avec une extrême précaution. Chaque geste était calculé, comme s'ils ôtaient une à une les couches d'une plaie refermée depuis des siècles. La terre était retirée en strates extrêmement fines, parfois de seulement quelques centimètres à la fois. Chaque pelletée passée au tamis était photographiée puis consignée. Même les plus minuscules fragments de céramique ou de charbon étaient récupérés pour être étudiés plus tard. D'après les rapports, l'équipe se relayait par rotation afin de maintenir une avancée régulière sans rien précipiter. Le site était abordé comme un patient sur une table d'opération, où la précision comptait davantage que la rapidité. Plus il descendait, plus le sol devenait compact. Des siècles de pression l'avaient rendu lourd et dense, obligeant les archéologues à progresser lentement et avec prudence. Puis apparut le premier indice de quelque chose de volontaire. Des marches taillées commencèrent à se dessiner, menant vers le bas, dans l'obscurité. Peu après, des parois de pierre polie émergèrent, retenant la terre comme si les bâtisseurs avaient préparé cet espace pour qu'il demeure scellé à jamais. La maçonnerie stupéfia l'équipe. Elle n'avait rien de grossier ni d'improvisé. Les blocs, taillés avec netteté, s'ajustaient si étroitement qu'aucune fissure, ni aucun interstice ne laissait passer le moindre souffle d'air. La chambre avait été fermée d'une manière qui évoquait la permanence. Certains archéologues ont fait remarquer que cela ressemblait moins à une fermeture ordinaire qu'à une mise au tombeau délibérée. Cela souleva alors une question troublante. Qui avait scellé cette chambre et pour quelle raison? Selon une théorie, des ouvriers ont peut-être été contraints de la refermer en sachant parfaitement ce qu'elle contenait. Imaginez des esclaves ou des travailleurs de rang inférieur posant les derniers blocs pendant que des échos étouffés résonnaient derrière eux. Une autre possibilité est que l'obturation ait été ordonnée directement par les élites nabatéennes, non pour honorer les morts, mais pour enfouir un crime ou un acte honteux qu'elles voulaient effacer. La perfection du scellement suggérait la peur, pas la révérence. Quiconque avait fermé cette chambre voulait qu'elle disparaisse de la mémoire du monde des vivants. Les caméras ont saisi l'instant où la cavité scellée s'est enfin élargie pour devenir une véritable ouverture. Un souffle froid et raciste s'est échappé dans la tranchée. Il portait une odeur de poussière restée enfermée pendant près de 2000 ans. Plus tard, un archéologue dira que c'était comme inspirer le passé.
Un autre a reconnu qu'en s'approchant, quelque chose semblait déplacé, comme s'ils entraient dans un lieu qui n'avait jamais été destiné à être dérangé. Les hypothèses se sont propagées très vite. Les spécialistes ont supposé qu'il pouvait s'agir d'une chambre rituelle. D'après les murmures locaux, les Nabotanes fermaient parfois certains endroits non pour les préserver, mais pour préserver les vivants de ce qu'ils contenaient. Certains affirmaient que des chambres étaient murées pour enfermer une peste, en isolant la source de l'infection, afin qu'elle ne puisse jamais se répandre. D'autres pensaient que des idoles dangereuses ou des textes interdits avaient été cachés sous terre, scellés pour empêcher leur emploi dans de sombres cérémonies. Quelques-uns allaient même jusqu'à dire que ces espaces étaient maudits, désignés comme des lieux où demeuraient les esprits des morts sans repos. Aucune de ces théories ne pouvait être démontrée, mais toutes inspiraient le même malaise. Le vide sous la trésorerie n'était pas une simple cavité. Il était plus vaste, plus intentionnel, et bien plus troublant que tout ce qu'on avait imaginé. Et tandis que l'équipe se préparait à avancer davantage, il devint évident qu'ils allaient révéler quelque chose d'effrayant. Le tombeau dans l'ombre de la trésorerie. Une fois l'ouverture sécurisée, l'équipe est entrée avec de puissantes lampes et des gestes mesurés. La chambre n'était pas une grotte brute façonnée par la nature. Elle avait été formée avec précision. De petites niches murales se succédaient à intervalles réguliers le long des parois. Dans les tombes nabotanes, ce genre d'éléments n'était pas décoratif. Ils accueillaient souvent des offrandes, des sépultures secondaires ou des objets symboliques. L'agencement montrait que cet endroit avait été conçu, non improvisé. Puis est venu l'instant qui a figé l'équipe. Des squelettes ont commencé à apparaître. Le premier reposait intact sur une corniche basse en pierre, avec tous ses os encore reliés dans le bon ordre. Le crâne en haut, la colonne bien alignée, les bras le long du corps et les jambes étendues en dessous. Cela indiquait que l'inhumation n'avait jamais été perturbée. À quelques pas, un autre squelette se trouvait allongé de la même manière. À mesure que la lumière gagnait la chambre, leur nombre augmentait. Il y avait au moins 12 individus. Certains étaient des adultes, mais d'autres, plus petits, étaient très probablement des enfants. Aucun n'était dispersé. Aucun n'avait été jeté à la hâte. Tous avaient été déposés avec soin, chacun dans une position voulue. Certains avaient été installés seuls dans des niches, tandis que d'autres reposaient par paires, ce qui laissait penser à de possibles liens entre eux. Des objets se trouvaient près de beaucoup des squelettes. Un petit bol était posé près de la main d'une personne. Une jarre se trouvait près des pieds d'une autre. De fines traces de bronze et de fer apparaissaient dans la terre près des côtes et des hanches, peut-être des fragments de bijoux ou de fixations. Un squelette avait contre les côtes un récipient en céramique, placé avec une telle précision qu'on aurait dit que la personne le tenait encore dans ses derniers instants. Ce n'étaient pas des offrandes funéraires somptueuses, pourtant elles avaient été choisies et disposées avec intention, ce qui suggérait que la valeur de la sépulture était symbolique plutôt que matérielle. Ce qui troublait le plus les archéologues, c'était l'état de la chambre. Contrairement à la plupart des tombes de Pétra, pillées ou abîmées par les crues, celles-ci étaient hermétiquement scellées. Les sédiments s'étaient déposés comme un verrou, conservant chaque chose à sa place. L'air y était lourd. Les parois semblaient intactes. Pour des chercheurs habitués aux fragments brisés, un tel niveau de conservation paraissait irréel. Plusieurs ont admis plus tard que le silence dans la pièce était dérangeant, comme si le temps lui-même s'était arrêté et qu'ils entrèrent dans une histoire qui n'aurait jamais dû être interrompue. Le travail ralentit encore davantage. Les spécialistes notèrent la position exacte de chaque os. Les restaurateurs ont consolidé les restes les plus fragiles et récupéré chaque objet en les étiquetant avec une rigueur absolue. La chambre soulevait déjà des questions inquiétantes, mais l'équipe commençait à penser que tout ce qu'elle avait vu jusque-là ne racontait qu'une partie de l'histoire. Sous le trésor, la terre conservait encore un espace fermé, qu'aucune lumière n'avait atteint depuis des siècles. La pièce scellée, une révélation terrifiante. Musique. Quand la chambre condamnée fut enfin ouverte, un silence écrasant s'imposa. L'air qui s'en échappa était nauséabond et étouffant. Des masques furent enfilés aussitôt, mais même à travers les filtres, l'odeur persistait, mélange de putréfaction, de suie et de quelque chose de piquant qui rendait la respiration presque anormale. Plus tard, un archéologue dira que cela donnait l'impression d'aspirer la mort elle-même. Le premier faisceau de lumière dévoila des murs noircis, couverts de suie, comme si un feu avait autrefois brûlé dans cette salle. Mais c'est le sol qui livrait le récit le plus bouleversant. À la différence des sépultures ordonnées de la chambre précédente, ces corps n'avaient reçu aucune dignité. Ils avaient été entassés d'un bout à l'autre, tordus dans des positions contre nature.
Des membres s'enchevêtraient, des crânes penchaient à des angles étranges, certains tournés vers le sol, d'autres jetés les uns sur les autres. Rien dans cette disposition n'évoquait un placement soigné. Cela parlait de précipitation, de peur, de brutalité. Les os trahissaient la vérité de leurs derniers instants. Plusieurs squelettes montrèrent des fractures impossibles à attribuer à un simple effondrement naturel. Des crânes étaient fendus, des côtes brisées, des articulations disloquées. Chez quelques-uns, les mâchoires restaient ouvertes de façon saisissante, figées dans des expressions rappelant des cris. Parmi eux, l'une des visions les plus poignantes était celle des restes d'un enfant replié dans les bras d'un adulte. Tous deux avaient fusionné sous des siècles de sédiments, liés pour toujours dans ce qui ressemblait à une ultime étreinte de terreur, et les découvertes devenaient encore plus étranges. Près d'un mur, 3 squelettes avaient été déposés côte à côte avec un soin inhabituel. L'un d'eux portait encore des marques de bijoux ainsi que de raffinées garnitures en bronze, indice d'un rang plus élevé. Les 2 autres étaient plus jeunes et leurs os présentaient des traces d'une faim particulièrement brutale. Certains spécialistes ont avancé l'idée que ces 2-là avaient pu être supprimés pour servir d'escorte, offerts afin d'accompagner la figure d'élite dans l'au-delà. Rien que cette hypothèse divisait l'équipe. Quelques-uns refusaient d'admettre que le peuple de Petra ait pu pratiquer des sacrifices humains, tandis que d'autres soulignaient que la disposition était intentionnelle et impossible à écarter. Parmi les morts entassés se trouvaient aussi des récipients qui ne ressemblaient pas aux offrandes nabotiennes habituelles. Leurs résidus y restaient collés, épais et organiques, sans se laisser identifier facilement. Les premières analyses laissaient entrevoir des traces riches en fer. Très vite, des murmures se sont propagés selon lesquels il pouvait s'agir de sang humain mêlé à de la cendre ou à de la poudre d'os. D'autres pensaient plutôt à une mixture rituelle nauséabonde, préparée pour des cérémonies qui auraient accompagné les mises à mort. La supposition la plus sombre voulait que ces jarres aient servi à faire boire de force avant la faim, ou qu'on en ait enduit les corps dans le cadre d'une préparation rituelle. La chambre ne donnait pas une impression cérémonielle. Elle respirait plutôt le désespoir. Chaque détail suggérait que des gens y avaient été contraints d'entrer, enfermés, puis effacés délibérément du monde d'en haut. Certains soutenaient que si l'on avait affaire à une épidémie, le plafond s'expliquait par la volonté de protéger les vivants. Mais s'il s'agissait d'un massacre ou d'un sacrifice, alors ce silence indiquait quelque chose de plus obscur, une dissimulation volontaire. Il n'y avait ni inscription, ni archive, ni le moindre signe de mémoire, seulement de la pierre destinée à enfouir la vérité. Ce contraste saisissant entre les sépultures soignées de la première chambre et le chaos présent ici soulevait des questions troublantes. Pourquoi certains avaient-ils été installés proprement sur des banquettes de pierre avec des bols, des jarres et des objets symboliques, alors que ceux d'ici avaient été jetés ensemble sans aucune dignité? Quelques spécialistes pensaient que ceux enterrés avec soin avaient peut-être été des sacrifices choisis, disposés de manière à leur conférer une importance symbolique. Les corps entassés, en revanche, pouvaient évoquer soit la panique, soit une forme de châtiment, un ensemble de personnes condamnées en même temps dans la précipitation. Une hypothèse troublante avançait que la chambre avait peut-être d'abord servi de tombeau à l'élite de Petra, avant d'être réutilisée durant une période de crise, comme une peste, une invasion ou une révolte, afin de dissimuler des morts en grand nombre. Ce contraste dessinait une image glaciale. Il laissait entendre que les dirigeants de Petra décidaient qui méritait les honneurs et qui était rejeté comme un déchet. Leurs souvenirs enfermés dans le silence sous le monument le plus célèbre de la ville. Pour certains, le trésor lui-même devenait un masque, affichant richesse et puissance au monde extérieur tout en cachant, sous ses fondations, un gouffre d'effroi. Et d'après des rumeurs non confirmées, toutes les découvertes n'auraient pas été rendues publiques. Certains archéologues affirment que des agences et des offices du tourisme étouffent l'ensemble des détails pour préserver l'image de Petra comme merveille du monde. L'horreur ne se trouvait pas seulement dans les ossements, mais dans l'intention. Quelqu'un avait fait construire cette chambre, l'avait remplie, puis scellée avec le but évident d'en effacer jusqu'au souvenir. Quoi qu'il se soit produit à l'intérieur, cela n'était jamais censé réapparaître au grand jour, et avec cette révélation, le monument le plus emblématique de Petra est devenu le gardien de son secret le plus troublant, des échos d'obscurité, l'héritage de la découverte. La chambre scellée sous Petra n'est plus une rumeur, c'est un fait. Ce que cela signifie, en revanche, continue d'alimenter de vifs débats. Les chercheurs mettent désormais en place des programmes d'études rigoureux pour garantir que les conclusions reposent sur la science plutôt que sur la peur.
Le projet consiste à laisser les preuves parler avant tout, des analyses ADN, pourraient nous montrer si les défunts appartenaient à une même famille, s'il s'agissait d'étrangers amenés là, ou de personnes choisies pour des raisons que nous ne pouvons pas encore expliquer. Certains pensent que les résultats pourraient révéler des liens avec des régions situées hors de Petra, ce qui suggérerait des migrations ou des déplacements liés à une crise. D'autres s'attendent à voir apparaître les profils de familles nabatéennes établis depuis longtemps. L'une ou l'autre réponse changerait la manière dont on comprend l'histoire de Petra. L'analyse isotopique apporte, elle aussi, une nouvelle série d'indices. Elle peut révéler ce que les gens mangeaient et l'endroit où ils vivaient. Si les os indiquent une alimentation composée de produits importés, cela suggérerait un rang élevé. S'ils ne montrent que des céréales locales et de l'eau du pays, cela pourrait désigner des gens ordinaires pris dans des événements hors du commun, comme une famine, des vagues de maladies, ou un affrontement soudain ayant conduit à des enterrements collectifs. D'après les rapports, une analyse des résidus est également prévue pour les curieux récipients. L'objectif est de déterminer ce qu'ils contenaient autrefois, du vin, de l'encens, des préparations médicinales, ou quelque chose de bien plus troublant. Tant que ces résultats ne seront pas connus, les interrogations resteront entières. Même sans ces réponses, l'effet de la découverte s'est déjà propagé. Les guides ne peuvent plus présenter le trésor exactement comme avant. Ce n'est désormais plus seulement une merveille architecturale, c'est aussi le lieu de mort scellé et de peur restée sans réponse. Selon des habitants du coin, certains visiteurs évitent maintenant certains angles de l'esplanade après avoir appris ce qui a été mis au jour. Les autorités modifient les parcours touristiques et les stratégies de conservation afin de concilier l'accès avec le respect de ce qui a été découvert. Pour les archéologues, cette chambre représente plus qu'une simple trouvaille. C'est un avertissement. Tout ce qui est exhumé ne devrait pas être transformé en spectacle. Certains espaces exigent de la retenue, une étude minutieuse et de l'humilité. Petra a toujours été admirée comme une merveille taillée dans la pierre, mais à présent, elle impose une vérité plus rude. Sous sa beauté se cachent des ombres enfermées délibérément. Le monde entier doit désormais se poser une question plus vaste. Si Petra a gardé un secret pareil pendant près de 2000 ans, qu'est-ce qui demeure encore dissimulé sous les déserts de Jordanie? Et que signifierait le fait de déranger ces secrets? Petra n'est plus seulement la cité rose-rouge, c'est aussi une ville de terreur scellée, où les morts murmurent encore derrière des parois de pierre. Selon vous, à quoi cette chambre scellée était-elle vraiment destinée? Était-ce une barrière contre la peste, une chambre rituelle, ou quelque chose d'encore plus troublant? Donnez votre avis en commentaire, on aimerait beaucoup connaître votre théorie.